Alors, on va commencer le cours sur la paracha. Je vous mets tous en muet, sauf moi. Voilà, je vous ai coupé mon micro. OK. Alors, cette semaine, on est dans une paracha que tout le monde connaît. C'est la paracha de Shlach, où Moshe envoie des Meraglim, des explorateurs, pour aller explorer la terre d'Israël. OK? Non, c'est pas celui-là. Ouais. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire, c'est que quand ils sont rentrés, ils ont dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas y aller, etc. Et donc le peuple juif, il a été condamné à rester 40 ans, 40 années dans le désert, une année par jour d'exploration. D'accord? Bien. Alors, par rapport à ce passage, on a pas mal de difficultés. On va essayer de voir quel est le dysfonctionnement qui a fait qu'au début, on pensait que c'était une bonne idée d'envoyer des gens et ensuite on se rend compte que ce n'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Et qu'est-ce que nous on doit en tirer de là? Alors, la première chose, pour être précis dans l'histoire, quand la Torah nous raconte que Dieu, il a dit à Moshe, il dit Shlach lecha anashim, c'est-à-dire envoie pour toi des gens. Et Rachid explique, il dit Shlach lecha ledatecha, c'est-à-dire vas-y, envoie, mais c'est toi qui prends la responsabilité, entre guillemets, comme pour dire moi, je ne te demande pas de le faire, moi je ne t'ordonne pas. Si tu veux le faire, fais-le. Alors Moshe envoie 12 personnes. Et ces 12 personnes, comme la Torah nous dit, Ve'anashim, Rashi Israël Ema, c'était des chefs de tribu, donc c'était des personnes qui étaient très honorables, des notables de la communauté, des personnes fiables que Moshe a choisies, donc il a pris les meilleurs. Et ensuite, donc la question qu'on peut se demander, on peut se poser deux questions. Déjà, il y a deux questions qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu, il ne dit pas à Moshe, fais-le? On sait très bien que Moshe, il avait l'habitude de faire toujours ce que Dieu lui demandait. Donc pourquoi Dieu, il n'a pas dit à Moshe, fais-le? Et la deuxième question qu'on peut se demander, c'est comment se fait-il que des gens qui étaient exceptionnels dans leur comportement, dans leur façon de voir les choses, dans leur études, etc., comment c'est possible que ces gens-là, en 40 jours, on va dire, 40 jours, ils ont vrillé et ils sont passés de guides suprêmes du peuple juif à, je dirais, à des rebelles quasiment. Comment c'est possible? Comment on a pu basculer? Alors, il faut bien comprendre, on va essayer d'expliquer quelque chose. Globalement, Moshe il a donné deux missions. La première, c'est de savoir que les explorateurs reviennent avec des informations. Donc, de savoir comment se trouve cette terre qui allait être la terre d'Israël. Est-ce que c'est une terre fortifiée? Est-ce que les gens sont forts? Est-ce que les gens sont faibles? Donc, on va dire que c'est une information concernant la façon dont on va conquérir la terre. Puis, il y a une autre chose, c'est qu'il devait ramener pas que des informations, mais il devait ramener également des objets, il devait ramener des fruits. Et là, on va dire, ramener des fruits quand on est, entre guillemets, espion, c'est prendre un risque de se faire attraper. Quel est l'intérêt de ramener des fruits? Pourquoi c'était si important de ramener des fruits? Alors, cette question-là, par rapport à la nécessité de ramener des fruits, qui a l'air totalement superflue dans le but de conquérir la terre d'Israël, alors je suis sûr que même les enfants qui étudient la paracha trouvent très sympathique le fait de ramener des fruits et de faire des dessins avec des grenades et des raisins, etc. Mais c'est vrai on peut se poser la question, quelle est l'utilité? À quoi ça peut bien servir de ramener des fruits?
Alors, l'une des explications à ça, c'est que l'objectif de ramener des fruits, ce n'est pas pour les fruits eux-mêmes, mais c'est que quand Dieu, en réalité, on sait très bien que quand Dieu nous a donné la Torah, on a basé le don de la Torah sur un grand principe qui s'appelle Naaseh Venishma. C'est-à-dire que on accepte, nous, en tant que peuple juif, en tant que juif, on accepte de faire les choses. Et ensuite, une fois qu'on ait fait Nishma, c'est-à-dire on va entendre, dans le sens où on va comprendre. Et quel est l'objectif de comprendre dans ce processus-là? C'est que le fait de comprendre, ça permet de faire les choses avec notre dynamisme, avec notre énergie, avec notre force, avec notre conviction. Donc, on ne va pas s'arrêter uniquement, on va dire, à la soumission, le fait que Dieu nous a demandé quelque chose, alors on est soumis, on le fait. Mais on le fait également parce que nous, on a compris que c'est bien de le faire. Et c'est on va dire, c'est un axe majeur de notre identité. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs, on ne peut pas se suffire uniquement de faire les choses par soumission, parce que Dieu a demandé, mais il faut qu'on fasse les choses aussi parce que nous, on a compris que c'est bien et qu'on a réussi à intégrer cette chose. Donc, on arrive à la rendre personnelle. Et c'est la raison pour laquelle il fallait ramener des fruits. Parce que le fait de ramener des fruits, ça rend la conquête d'Israël, ça lui donne un objectif, on va dire, non pas juste un objectif spirituel parce que Dieu a voulu qu'on entre en Israël ou parce qu'il a promis à nos ancêtres, mais parce que ça nous donne également à nous personnellement l'envie de rentrer en Israël. D'accord? C'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que on ne va pas juste en Israël parce que c'est le parcours et le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais on rentre en Israël parce que c'est comme ça le process que nous aussi, on doit avoir envie de rentrer en Israël parce qu'on trouve que c'est une terre qui a des beaux fruits, etc. Et c'est la raison pour laquelle également Dieu, il ne dit pas à Moshe, il lui dit pas, moi je te demande d'envoyer des explorateurs, mais il lui dit, si tu veux envoyer des explorateurs, fais-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme s'il disait à Moshe, il lui disait, écoute, la conquête d'Israël, ça devient une affaire qui doit aussi être imprégnée de votre volonté, de votre envie, de votre ambition, de votre conviction. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il dit, moi, je ne t'ordonne pas de le faire. Mais si tu le fais, fais-le. Si tu veux le faire, fais-le. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, désolé, je ne sais pas, on a été déconnecté comme ça d'un coup. Désolé. Merde. Et maintenant, on comprend également quelque chose de très intéressant. C'est que cette nécessité de faire soi la mission de rentrer en Israël, elle est, on va dire, c'est une nécessité dans le comment, mais pas dans le quoi. Est-ce que vous comprenez la différence entre le comment et le quoi? Le comment, c'est-à-dire comment on va conquérir Israël. Pour ça, il fallait, on va dire, que nous, on rentre, même si évidemment il y a eu énormément de miracles et que tout s'est passé avec, de façon miraculeuse, mais quand même, il fallait que ce soit une conquête qui soit humaine, c'est-à-dire avec la force de l'homme. C'est la raison pour laquelle un explorateur il peut nous intéresser parce qu'il va nous aider dans le comment. Comment est-ce qu'on va faire pour conquérir Israël? Par contre, il y a un élément sur lequel nous, je vais dire, nous, on n'a pas à faire, je dirais, à intégrer, à imprégner notre esprit, c'est le quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre en Israël ou on ne rentre pas en Israël? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? À cette question, on n'a pas de devoir de répondre. On n'a pas de devoir de réponse à la question est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. La question à laquelle nous, on doit répondre, c'est comment. Comment on va le faire. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Ce n'est pas une question à laquelle on a été demandé de répondre.
Et c'est là où il y a une erreur chez les comment on appelle ça, les Meraglim, c'est que les Meraglim, eux, ils ont pensé qu'il fallait également qu'ils répondent à cette question. Et puisqu'ils n'ont pas été demandés de répondre à cette question, ils l'ont fait quand même. Alors, du coup, ils ont basculé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une conclusion que puisqu'il y avait des géants, et puisque c'est une terre où il y a des gens qui sont très forts, et que c'est une terre qui est mauvaise, on a vu que Eretz Sochelet Yoshua, c'est-à-dire que c'est une terre qui consomme ses habitants, alors ils se sont dit, du coup, on ne peut pas y aller. Mais Moshe, il ne leur a jamais demandé, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. La seule chose que Moshe leur a demandé, c'est de savoir comment. OK? Donc, et on va dire la barrière, la frontière entre le quoi et le comment, c'est souvent une barrière qui est très fine. Et je vais vous dire une chose. Non seulement c'est une barrière qui est très fine, mais c'est une barrière que nous-mêmes, nous franchissons parfois. Je vous donne un exemple. On va prendre un exemple d'actualité. L'actualité d'aujourd'hui, c'est vrai, Shabbat, Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, les gens, ils ont vu les images qu'il y a eu des manifestations ou qu'on a entendu sale juif, etc. Et donc, les gens, tout de suite, ils partent avec des conclusions. Si c'est comme ça, alors ça veut dire que. D'accord? Moi, personnellement, je vais vous dire un truc, j'ai mis beaucoup de temps à réagir. Non pas parce que je n'avais pas envie de réagir, mais parce que des fois, il ne faut pas réagir tout de suite, il vaut mieux attendre une journée. Et dimanche, j'ai réagi et j'ai dit que l'antisémitisme, ce n'est pas mon problème à moi personnellement. L'antisémitisme, c'est un problème de la République, c'est un problème de l'État. C'est à l'État de régler ce problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que j'ai à faire parce que moi, je crois à la phrase que Shlomo Amelech il a écrit Veraiti shiashitron laor minachosher. Je vois qu'il y a une supériorité à la lumière par rapport à l'obscurité, que la lumière est capable de chasser beaucoup d'obscurité. Et donc, moi, ma mission, c'est d'ajouter de la lumière. Et donc, ça chasse l'obscurité. Maintenant, si les gens pensent que mon combat il est juste, alors vous pouvez le rejoindre. S'il n'est pas juste et qu'on n'est pas soutenu, alors un jour, je n'ai pas dit quand, je ne sais pas quand, je n'ai pas dit demain ni après-demain, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être quand ma chère reviendra. Mais un jour, tout le monde partira. Et à ce moment-là, la France elle restera avec ses voyous. Vous pouvez voir, c'est sur mon Facebook. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont répondu et qui ont écrit plein de choses. Je n'ai pas répondu à tout le monde, évidemment, parce que on va dire je devrais passer ma journée à y répondre. Mais maintenant, je profite qu'en réalité, ça, c'est la paracha de notre semaine. Est-ce qu'il faut combattre l'antisémitisme? Évidemment. Si vous voulez, moi, en tant que, on va dire, lobbyiste européen, je suis un des premiers à combattre l'antisémitisme au niveau européen, pas juste au niveau de la France. Donc évidemment que c'est un combat. Mais quand moi, je mène ce combat, je ne mène pas ce combat pour le bien ou juste pour la survie, entre guillemets, juste pour la survie des Juifs en Europe. Pas du tout. Je le fais pour l'Europe. J'explique aux gens, aux Européens, je leur dis, voilà, vous voulez construire un continent où les gens ils peuvent vivre bien, la qualité de vie, où on peut vivre heureux. Et tout ce que vous faites en réalité, ça va à l'encontre de ça. Vous ne combattez pas l'antisémitisme. Vous ne permettez pas que, en tout cas, il y a des forces en Europe qui veulent combattre certains aspects de la liberté religieuse, etc. Vous allez contre vos propres intérêts. Ce n'est pas juste que vous allez contre nous. Vous allez contre vos propres intérêts. Parce qu'un jour, nous, on va partir. Et nous, on a où aller. On a où aller. On a la terre d'Israël, évidemment. Mais nous, on a où aller. Je veux dire, nous, les Juifs, on a appris à aller n'importe où. Ce n'est pas pour rien que les Juifs, ils savent jouer du violon, parce que c'est l'instrument le plus facile à porter quand on veut voyager. Si on devait porter un piano, ça serait compliqué. Donc nous, on n'a pas peur de partir. Et partir, on sait partir. Évidemment, on est loyal, on aime la terre où on habite, on aime la France, on aime les valeurs de la République, on aime plein de choses. En France, on aime plein de choses. Mais si ça devient invivable, on va partir. C'est un doute pour personne. Personne ne va rester si la vie, elle n'est pas bien. Si on pense que nos enfants, ils ne peuvent pas rester. Évidemment, les rabbins, ils seront les derniers à partir parce que c'est les capitaines du bateau, c'est toujours les derniers à partir. Et moi, je ne serai jamais le premier à vous encourager à partir de façon, je dirais, dispersée. Donc, quand je dis dispersée, ce n'est pas dispersé au sens collectif, mais au sens individuel.
C'est-à-dire que les gens, parfois, ils partent dispersés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rassemblé leurs affaires avant de partir. Ils n'ont pas prévu comment les enfants ils vont aller à l'école, où ils vont aller étudier, eux, quand ils vont habiter, par exemple, en Israël, quelle synagogue ils vont aller, dans quel quartier ils vont habiter. Est-ce qu'ils vont retrouver un environnement socio-religieux comme ce qu'ils avaient en France, qui leur permettait de préserver quand même un minimum de tradition. Donc, c'est ce que j'appelle disperser. Donc, évidemment, il faut s'organiser pour nous. Oui, pour nous, oui. Mais quand moi, je combats l'antisémitisme, je ne le combats même pas pour nous. Je combats pour eux. Vous comprenez? C'est ça ce que je voulais dire. Et donc, forcément, et vous savez pourquoi je fais comme ça? Vous savez pourquoi c'est ma façon de le faire? Je vais vous dire, c'est très simple. Parce que je pense qu'à l'image, à l'instar des Meraglim, nous, en tant que Juifs, on n'est pas, je dirais, responsable à tracer le quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? En d'autres termes, demain, de quoi demain sera fait, ça, on ne sait pas. Personne ne sait. Ni en France, ni ailleurs, ni en Israël, ni en Russie, ni en Amérique, ni au Canada d'ailleurs. Le quoi, on ne sait pas. La seule chose dont on a le devoir, c'est le comment. C'est-à-dire, nous, on a un devoir du comment. Comment on se bat? Se battre, on a le devoir de se battre. Mais le quoi, on verra. On verra bien ce qui va se passer. On verra bien où est-ce que Dieu nous amènera nos pas, comme David Amelach, il a écrit dans Télim, Machem Itzadeh Gaver Konanu. Que Dieu, il guide les pas de l'homme. Il prépare même. C'est-à-dire que la route d'une personne, elle est déjà tracée. Donc là-dessus, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Ce qui devra arriver, arrivera. La question, c'est comment. Est-ce qu'on va réussir à le faire, je dirais, en se battant? Et je dirais même plus, le fait même qu'on se trouve dans un endroit, le fait qu'une personne, elle se trouve dans un endroit, c'est une preuve qu'elle a une mission à remplir dans cet endroit. C'est une preuve. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis à Strasbourg et que David il est au Canada et qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs dans le monde, c'est parce que Dieu il veut qu'on soit là-bas. C'est-à-dire qu'on a notre mission à remplir. Et qu'on ne sait pas est-ce que notre mission elle est remplie ou pas, mais jusqu'à ce qu'on ait ce signe-là, ce sentiment profond qu'on a rempli notre mission à l'endroit où on se trouve, alors il faut continuer à la faire. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'histoire des Meraglim, où le problème des Meraglim, c'est qu'ils ont modifié le quoi à cause du comment. Comme ils ont trouvé que la mission, elle devenait un peu difficile, et qu'ils se sont dit, tiens, ça va être compliqué, alors ils ont décidé, eux, de leur propre gré, ils ont décidé que ce n'était pas en réalité ça la mission que Dieu attendait d'eux. Ils se sont dit, on va rester dans le désert. On ne va pas rentrer en Israël. Donc, c'est-à-dire que la frontière entre le quoi et le comment, parfois, c'est une frontière qui est très fine. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que c'est qu'il y a comme un autre phénomène, par exemple, dans la Torah. Dans la Torah, on nous parle du shochat. Vous connaissez tous le principe du shochat, c'est ce qu'on appelle les pots de vin. La corruption. Alors, la Torah nous dit qu'il y a shochat, il y a ver ene chachamim, il s'élève d'ivrei tzadikim. Que le shochat, il aveugle les yeux du sage et falsifie les paroles du tzadik. Alors maintenant, quand vous posez la question, vous dites de deux choses une. Si c'est un tzadik, alors c'est pas un menteur. Si c'est un sage, alors il est clairvoyant. Et la Torah, elle dit pas que la corruption, elle aveugle les yeux d'un idiot. Elle dit elle aveugle les yeux d'un chacham, d'un sage. Et ça falsifie les paroles d'un tzaddik, pas d'un rachat. Pourquoi la Torah le dit comme ça? Parce qu'en réalité, la Torah, elle a très bien compris le fonctionnement humain. Que le fonctionnement humain, c'est un fonctionnement qui a beaucoup de mal à regarder les choses de façon objective.
on regarde toujours les choses de façon subjective. C'est quoi la subjectivité? La subjectivité, elle peut venir de plusieurs choses. Ou parce que j'ai une certaine opinion des choses, ou de la vie, ou de certaines visions, ou géopolitiques, ou n'importe quoi. Et en fonction de ces opinions, de ces avis-là, je vais chercher et je vais essayer de trouver une justification dans ce que je vais étudier, par exemple, ou dans la Torah, à ce que je suis en train de croire. Donc, je vais chercher en réalité ce que je veux. Ou alors, la subjectivité, elle peut venir aussi d'une autre chose, c'est que j'ai une tendance personnelle à avoir, on va dire, à voir les choses d'une certaine façon, qui est globale. Et à cause de cette tendance personnelle, alors je vais modifier, je vais falsifier quelque chose. Alors évidemment, je ne vais pas le faire de façon grossière. La plupart du temps, les gens qui sont très intelligents, et c'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, ils ne vont jamais dire, écoutez, puisque, j'ai un exemple très simple que tout le monde connaît, quelqu'un ne va pas venir dire, puisque j'aime pas Israël, alors donc je vais critiquer sa politique. Non, pas du tout. Les gens, ils vont démarrer, ils vont dire, je suis très attaché à la sécurité d'Israël et je suis très attaché à son existence et j'aime beaucoup le développement économique et technologique de ce pays, mais je ne peux pas accepter telle et telle chose politiquement. D'accord? Donc, c'est ça un chacham. La base du chacham, c'est que la personne, elle va vous donner une opinion qui ne va pas être en réalité une opinion objective par rapport à une situation. C'est une personne qui va vous donner une opinion par rapport à ce qu'elle veut et par rapport à ses convictions, par rapport à ce qu'elle pense. Mais elle ne peut pas l'exprimer, on va dire, elle ne peut même pas le penser d'une façon subjective. Donc, la seule façon de la présenter, c'est de la présenter de façon objective. OK? Comment est-ce qu'on sait ce qui est subjectif et objectif? Comment on sait? On sait si, quand on réfléchit avec un esprit qu'on va appeler un esprit vierge ou avec un a priori. Un a priori, ce n'est pas négatif, mais un a priori fait en sorte qu'on réfléchit de façon subjective. Et c'est ça la différence entre l'objectivité et la subjectivité. C'est ça la différence entre une personne qui cherche le émet, la vérité, et une personne qui va falsifier la vérité. Que la vérité, elle va être falsifiée à partir du moment où on va, à partir du moment, pardon, une seconde. La subjectivité, elle va exister à partir du moment où la personne, elle va réfléchir, non pas par rapport de façon vierge ou dans une quête de vérité, mais parce que la personne, elle va réfléchir déjà avec un a priori. Déjà, le fait d'avoir un a priori, ça fait on a un avis qui est subjectif. OK? Et vous voyez, la frontière, elle est aussi très fine entre les deux choses. Et c'est la même frontière en réalité qu'on peut trouver entre le quoi et le comment, qu'on vient de voir dans les histoires des Meraglim, des explorateurs. D'ailleurs, c'est très intéressant que dans la Torah, quand vous regardez le texte de la Torah, au début de notre paracha, elle dit que Moshe, il a envoyé des personnes, la tour est Haaretz. La tour est Haaretz pour explorer la terre, pour regarder la terre. Et ensuite, quand ils sont revenus, la Torah, elle dit que les Meraglim, ils sont revenus. Les Meraglim, ça veut dire des espions. Et c'est quoi la différence entre tour et Meragel en hébreu, dans sa racine? Tour, c'est le même mot que tourisme. D'accord? Et Meragel, c'est un espion. Quelle est la différence entre un espion et un touriste? La différence, elle est très simple. C'est que quand vous êtes un touriste et que vous allez visiter un pays, vous n'êtes pas en train de commencer à réfléchir, est-ce que vous allez la conquérir ou pas la conquérir? Vous êtes intéressé, c'est une curiosité. Et avec votre appareil photo, vous allez faire des photos partout. Et c'est votre curiosité qui va vous donner, on va dire, votre avis sur ce que vous venez de voir et de vivre. OK? Admettons, demain, vous allez, on va dire, faire du tourisme en Suisse.
Alors, ouais, je prends un pays neutre, comme quoi vous ne pensez pas qu'à chaque fois je fais de la géopolitique. Alors, une personne qui va faire du tourisme en Suisse, elle ne va pas forcément se poser des questions. Est-ce que c'est comme si, on peut la conquérir, on ne peut pas la conquérir. C'est-à-dire que la personne, quand vous partez dans un pays comme ça, vous allez sans a priori, vous allez juste pour découvrir à la découverte de tel pays. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il voulait. Il voulait des gens qui viennent, qui regardent avec un regard neuf, on va dire, mais avec un regard de touriste. Et que par rapport à ce regard de touriste, ils vont répondre à quelques questions. Comment les gens vivent? On peut comprendre comment les gens vivent. Ils vivent dans des forteresses, est-ce qu'ils vivent dans des villes ouvertes, etc. Fais-moi un rapport de voyage. Okay, mais quand ils reviennent comme des Meraglim. Quand ils reviennent comme des espions. Alors, un espion, lui, c'est juste le contraire. L'espion, tout ce qu'il va regarder, ça va être une forme d'analyse pour un rapport. C'est-à-dire qu'il va faire ça va être une analyse comment attaquer. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le faire? Et il doit donner son avis sur la position à avoir par rapport à une décision. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais demandé une chose pareille. Moshe Rabbeinu, il n'a jamais demandé à ce qu'on soit des Meragel, qu'on soit un espion. Moshe Rabbeinu, il a demandé qu'on soit un touriste. D'accord? Donc, ça revient à la même chose que quelque part, le touriste, il a une meilleure vision des choses que l'espion. OK? Parce que l'espion, il cherche quelque chose de précis, donc forcément, il va le trouver. Alors que le touriste, il a une vision, je dirais, plus juste. Donc ça nous donne un enseignement très fort que notre objectif, c'est toujours de savoir le comment, c'est-à-dire toujours chercher à accomplir la mission qui nous incombe et de trouver le meilleur moyen de le faire, mais de ne jamais se poser la question sur le quoi. Est-ce que notre mission, elle réussit ou est-ce qu'elle ne réussit pas? Ça, ça ne fait pas partie des questions dont on doit répondre. De quoi je parle? Ephraim, il me demande de quoi je parle. Je parle des Meraglim, mais je parle de la vie en général. Les Meraglim, dans notre paracha, ils ont faussé leur rapport sur la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on était dans le désert pendant 40 ans. Et dans la vie aussi, c'est la même chose. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Que dans notre vie, il faut qu'on cherche le comment et non pas le quoi. OK? Bien. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire cette semaine. Et tenez, je vous mets les micros là, si quelqu'un veut parler. Je vous mets tous les micros. Voilà. Alors, désactiver. Non. Je vais réactiver, autoriser les participants. Voilà. Et si quelqu'un veut intervenir, dire quelque chose, il peut le faire. Ou poser une question. Est-ce qu'Ephraim, il a compris de quoi on parle ou il n'a pas compris? Mr. Dorfman. Ok, personne ne veut remettre son micro. Très bien. Très bien. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. On a fait notre petite étude du soir. Si Dieu veut, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de Korach. Ah, ça y est, il a compris. Le micro ne marche pas. Si, le micro, il marche. Le micro, il est autorisé. C'est autorisé. Le micro, il est autorisé. OK? Bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, passez une bonne semaine. Faites attention à vous. À force de le dire, on se demande si vraiment on le pense. Non, je rigole. Allez, bonne soirée, à bientôt. Des bonnes nouvelles. Shavuot Tov.